Dans la vision de tous ces peuples-là, le monde extérieur est un miroir de nous-mêmes et nous-mêmes, nous sommes le miroir du monde extérieur. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, il y aura forcément quelque chose qui n'ira pas à l'extérieur et réciproquement. La jeunesse, ça a d'abord été des rencontres différentes avec des personnes qui étaient en lien avec des peuples racines, donc ce qu'on appelle aussi les peuples premiers, peuples indigènes. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'ils nous parlaient de quelque chose qui nous touchait profondément, nous, dans nos sociétés modernes, et surtout qu'il y avait quelque chose de commun entre leur vision du monde. Et c'est ça qui m'a animée dans mon désir d'essayer d'aller creuser, de voir qu'est-ce qu'il y avait de commun à ces différentes traditions, à ces différents peuples. Et parce que je m'étais longtemps intéressée à la santé, j'ai voulu voir quelle était leur vision de la santé. Ce que j'y ai découvert, c'est que là où nous, on considère la santé comme un problème de corps, de physique, d'organes, peut-être éventuellement psychique, pour eux, la santé, c'est beaucoup plus large, c'est le résultat de notre relation au monde, en fait. Donc, cultiver notre relation au monde permet d'être en santé, et ces sociétés-là, elles se sont organisées autour de cette idée-là. Donc, c'est intéressant pour nous qui sommes peut-être un petit peu en recherche aujourd'hui d'équilibre, d'aller explorer ces savoirs pour comprendre comment ils fonctionnent. On les a longtemps pris pour des croyances, et en réalité, quand on creuse, quand on va voir de plus près, on se rend compte qu'il y a une grande cohérence dans leur vision du monde. Dans la vision de tous ces peuples-là, le monde extérieur est un miroir de nous-mêmes et nous-mêmes, nous sommes le miroir du monde extérieur. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, il y aura forcément quelque chose qui n'ira pas à l'extérieur et réciproquement. C'est-à-dire que le monde extérieur est comme un livre en fait. Et bon, pour ceux qui vivent encore en nature comme nous le vivions il y a quelques millénaires, il y a une capacité de lire cette nature et de voir tout comme une information. Donc c'est pas forcément surnaturel, c'est parfois très pragmatique et avec des dimensions plus larges aussi parce que justement vivant dans cette nature, ils n'ont pas refermé la capacité de percevoir l'environnement par d'autres sens. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui n'est pas du tout coupée, qui est une relation permanente en fait avec la nature qui les entoure à travers les sens en fait. C'est une perception sensorielle qui crée une autre forme d'intelligence en fait. Certains parlent d'intelligence perceptive, je trouve que c'est assez juste, qui est complémentaire de notre intelligence analytique, mentale qu'on a surdéveloppée chez nous. Et allier les deux, ça devient vraiment très intéressant. Ce que j'en ai perçu, c'est qu'en fait c'est indistinct. Nous, quand on considère la notion de sagesse, on se dit ouais, c'est réservé à une élite, c'est réservé aux sages, etc. C'est leurs sociétés qui sont imprégnées de ces sagesses, c'est-à-dire qu'il y a tout un cheminement qui est proposé au cours de la vie, avec justement des rituels, des pratiques de reliance, etc., qui vont permettre de vivre ces sagesses au quotidien. Et c'est parce qu'à un moment, dans la relation au monde, il y a un équilibre que la santé va pouvoir être entretenue, préservée, voire retrouvée dans certains cas, puisqu'ils ont aussi quand même des pratiques très, très efficaces dans certains domaines qui peuvent nous paraître complètement mystérieuses, mais les résultats sont souvent là. Le principe de ces rituels et de toutes ces pratiques, c'est de nettoyer ce que nous traduisons par le terme énergie. Donc en fait, toutes nos relations au monde créent des blocages d'énergie qui vont ensuite pouvoir, parfois, se cristalliser ou se manifester dans le corps physique. Donc l'idée, c'est toujours de faire un travail de nettoyage en fait. Et ce travail de nettoyage, il y a plein de façons de le faire. Chez eux, il y a le travail des émotions, donc beaucoup de paroles, beaucoup d'espace de parole. Il y a des rituels qui vont consister à rentrer dans des états de conscience, alors je préfère le terme d'état de conscience élargi plutôt que modifié, dans lequel on va pouvoir contacter en soi
toute une part de soi, alors qui peut rejoindre ce que la psychologie appelle la psyché, mais peut-être aussi une part spirituelle où on va pouvoir aller faire des nettoyages. Donc les pratiques, elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont de plus en plus accessibles aussi chez nous. Bon, après, il y a aussi toutes sortes de pratiques, donc il faut être assez vigilant quand on commence un chemin comme celui-ci. Mais aujourd'hui, c'est vrai que même chez nous, ces pratiques-là sont en train de se développer. Donc il y a justement peut-être un besoin important de comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir être en mesure de choisir ce vers quoi on va aller. Il y a évidemment tous les aspects chamaniques, qu'on appelle chamaniques ou néo-chamaniques, où on utilise le tambour pour entrer dans des états de conscience modifiés. Élargie, pardon. Il y a des rituels comme les huttes de sudation, on trouve le même type de choses qui viennent de Sibérie, c'est un peu plus rare chez nous, mais il y en a. Il y a aussi le travail avec les plantes. Les propositions sont multiples. Et puis évidemment, je dirais que les formes modernes de chez nous, ça va être aussi l'hypnose, l'usage de ces états qui peuvent nous mettre en relation avec nous-mêmes. Et puis le travail bien sûr sur les émotions. On parle d'intelligence émotionnelle, c'est un travail qu'ils font naturellement depuis l'enfance. Ce qu'ont conservé ces peuples-là, c'est le lien à la nature, le lien à la terre. Et ça c'est quelque chose qu'on a coupé progressivement en plusieurs fois. On va dire que la révolution industrielle et puis peut-être aujourd'hui le développement du virtuel sont l'extension ultime de cette déconnexion. Donc il y a urgence à ce qu'on retrouve ça, parce qu'effectivement, ça n'est qu'à travers la relation au monde vivant qu'à un moment on peut retrouver l'écho en soi de ce monde vivant et donc arriver à le rééquilibrer. La question de l'appropriation culturelle, elle est centrale et elle est très complexe parce qu'on a évolué, on a été éduqué dans des sociétés qui sont consommatrices. Et donc on a toujours ce réflexe d'aller chercher quelque chose et de se l'approprier. Ce qui est important, je pense, c'est de toujours essayer de replacer ça dans le contexte plus vaste dans lequel eux voient ces pratiques. C'est-à-dire que quand on vient remettre de l'équilibre, ce n'est pas uniquement de l'équilibre en soi, c'est de l'équilibre dans le monde, dans le grand tout. Et donc il y a toujours cette notion-là, c'est savoir que par exemple, parfois, un déséquilibre que l'on va manifester, il va servir quand même au grand tout. Donc c'est-à-dire que dans nos approches de ces pratiques-là, il faut toujours avoir en tête que tout ce qui est fait va bien au-delà de soi-même. Ce ne sont pas des pratiques de développement personnel. C'est bien plus que ça, ce sont des pratiques de rééquilibrage du monde. Donc, d'où l'intérêt aussi, enfin, l'importance d'être attentif à son propre bien-être, parce que si on va bien, quelque part, on contribue au bien-être du monde. Et une fois qu'on l'a dit, ça paraît évident, mais on ne le voit pas forcément dans nos sociétés tous les jours. Et réciproquement, en fait. Plus le monde va bien, mieux on ira, quoi. C'est vraiment, ça semble une lapalissade, mais pourtant notre monde a glissé progressivement vers quelque chose qui est l'inverse de ça, alors qu'eux ont préservé ça.